raconte-nous une histoire. Une histoire? Vous voulez une histoire? Écoutez bien, j'en ai une à vous raconter. Notre histoire commence en 1889, quand ce monsieur, James Naismith, invente un sport qui va révolutionner le monde à tout jamais, le basketball. Il amène un sport différent, car jouable pendant l'hiver à l'intérieur d'un gymnase. Les élèves de Naismith, qui était lui prof de sport à ce moment-là, ont d'abord du mal à s'adapter à ce jeu moins violent et plus technique que les autres sports joués à ce moment-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Naismith racontera que le premier match de l'histoire se terminera en bataille générale et qu'il a dû stopper le match avant la fin. Les règles de l'époque sont simples, en tout cas bien plus que celles d'aujourd'hui. 2 paniers de pêche comme celui-ci sont accrochés à 3 mètres de haut de part et d'autre d'un gymnase comme celui-là. Il faut savoir que les premiers paniers de basket de l'histoire ont un fond, car Naismith utilise simplement les paniers qui étaient utilisés pour ramasser les pêches pendant l'été. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise toujours le terme panier ou basket en anglais, alors que ça a franchement plus grand chose à voir. De ce premier match de basket découlera les 13 commandements, écrits par Naismith, dont la copie originale existe toujours aujourd'hui. Les règles les plus importantes de ces 13 commandements sont entre autres 1. Il est interdit de se déplacer avec le ballon dans les mains, le dribble étant interdit. 2. Si une équipe accumule 3 fautes consécutives, 1 point sera accordé à l'équipe adverse. 3. La partie se compose de 2 mi-temps de 15 minutes. Après ces fameux débuts prometteurs donc, le basket fait son petit bout de chemin et commence à gagner en popularité aux États-Unis, surtout parmi les universitaires. Le tout premier match universitaire se joue à Chicago en 1893. En seulement 4 ans, le sport est déjà populaire partout dans l'est des États-Unis. Plus les années avancent, plus les autres pays du monde commencent à adopter le basket à leur manière parfois. Les premières ligues professionnelles arrivent aux États-Unis au début des années 1900, ce qui fait entrer véritablement ce sport dans une autre dimension. Les 2 grandes ligues de l'époque sont la NBL et la BAA. La NBL est basée dans le Midwest américain et la BAA sur la côte Est, et inclut donc de grandes villes comme New York, Boston ou Philadelphie. On peut dire que la BAA à cette époque domine vraiment le marché. Ils recrutent les jeunes fraîchement sortis de l'université et leur proposent un salaire compétitif et une ligue avec un niveau de jeu élevé. Ils sont les seuls, à cette époque, à remplir de vrais stades, comme le Madison Square Garden à New York par exemple. Le tout premier match NBA, qui n'a pas encore ce nom à cette époque, fait s'opposer les Knicks de New York aux Huskies de Toronto, le 1er novembre 1946, et le match se terminera sur un score de 68 à 66. En août 1946, la NBL et la BAA décident de fusionner pour créer la fameuse NBA, National Basketball Association, que l'on connaît toujours aujourd'hui. La véritable star de cette époque, c'est lui, George Mikan. Son salaire annuel de l'époque était 12 000 $, ce qui correspond à 163 000 $ d'aujourd'hui, ajusté à l'inflation. Pour vous donner un ordre d'idée, Steph Curry gagne en 2024 52 millions de $, soit 320 fois plus. Les années 1950-1960. Les fameuses années 50 et 60 sont les vraies premières années qui sont considérées assez proches du basketball d'aujourd'hui pour pouvoir être comptées dans tous les records. C'est une décennie où le jeu se joue très vite, ça court énormément des 2 côtés du terrain, ça saute, ça contre. Il faut donc plus que des joueurs techniques, il faut de formidables athlètes pour être capable de garder un tel rythme. Nos acteurs principaux sont Will Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson et Jerry West, le logo de la NBA. À ce moment-là, la ligue est surdominée par les Celtics de Bill Russell. Bien sûr, il n'était pas seul et était entouré de joueurs monstrueux pour l'époque, comme Bob Cousy, Bill Sharman, Casey Jones, Sam Jones et John Havlicek. La domination des Celtics est telle qu'ils gagneront 11 bagues entre 1957 et 1969. 11 bagues en 13 saisons, c'est complètement fou. Néanmoins, il faut quand même remettre cet exploit dans son contexte. La NBA à l'époque, c'est seulement 8 équipes. Aujourd'hui, dans une NBA hyper compétitive à 30 équipes, gagner autant est devenu quasiment impossible. Mais évidemment, l'histoire pour les autres joueurs de cette époque n'est pas toute rose, contrairement à celle des Celtics. Tiens, par exemple, prenons Elgin Baylor. Ce joueur va tout simplement vivre un enfer à cause de la domination de Boston et est, encore aujourd'hui, considéré comme le joueur le plus malchanceux de l'histoire. Alors oui, c'est un monstre sur les parquets grâce à son scoring à outrance et ses passes magiques. Mais ça s'arrête là. Il jouera pour les Lakers de Minneapolis d'abord, puis de Los Angeles, et sur ses 13 premières saisons, il ira 8 fois en finale sans jamais réussir à détrôner les Celtics de Bill Russell. 8 finales, 8 défaites. Sa 14e saison sera sa dernière, il le sait. Il ne parvient plus à jouer comme avant, il est affaibli et décide de stopper sa carrière quelques matchs après l'entame de la saison. Dès sa retraite, les Lakers enchaîneront 33 victoires de suite, un record NBA
NBA qui tient toujours, et c'est cette année-là que les Lakers gagneront enfin le titre NBA. On peut dire qu'il avait vraiment jamais le bon timing celui-là. Les autres acteurs que je voulais vous présenter sont Will Chamberlain et Oscar Robertson. Pour le premier des deux, j'en ai déjà fait un portrait fidèle et complet lors de ma première vidéo, que je vous conseille d'aller voir. Le deuxième, Oscar Robertson, surnommé Mr. Triple Double, est un joueur monstrueux statistiquement, précurseur des stats folles. Prenons comme exemple sa saison NBA 1963-1964 qu'il finira MVP. 31 points, 10 rebonds et 11 passes de moyenne pour Big O. Il possède le deuxième plus grand nombre de matchs en triple-double de l'histoire avec 181 derrière Russell Westbrook et ses 200. Un match en triple-double est un match où le joueur dépasse les 10 unités dans 3 grandes caractéristiques statistiques, très souvent les points, les rebonds et les passes. Cela traduit donc d'une régularité et d'une polyvalence rarement égalées donc. Bref, les années 1960 sont des années charnières pour une NBA qui essaie de transitionner de la vieille époque vers une nouvelle NBA dynamique et jeune. Malheureusement, la NBA ne se porte pas très bien à cette époque. Les joueurs sont encore très mal payés et la plupart sont addicts à la drogue, à l'alcool et plus largement à l'extra-sportif relatif au sport de haut niveau de l'époque des 60s. En 1967, la ABA est créée, une ligue rivale qui créera des franchises comme les Nets, les Pacers ou les Spurs que l'on connaît encore aujourd'hui en NBA. Les années 70, 80 et 90. Les années 70 sont terribles financièrement et sportivement pour la NBA. Les fans s'y intéressent de moins en moins et le peu de stars présents à cette époque n'aident pas la ligue à grandir. Il y a évidemment Dr. J, Karim Abdul-Jabbar et quelques autres grands joueurs de cette époque. Mais ces noms ne suffisent pas à faire naître un engouement pour le basket et plus largement pour la NBA. En 1976, la NBA et la ABA décident de fusionner. C'est un move logique et les deux ligues reconnaissent la valeur et les avantages de cette union. En 1978, la NBA est au plus bas, tellement que les finales NBA ne sont même plus retransmises à la télévision. Tout va mal, mais une fois de plus, la NBA arrive à renaître de ses cendres. Ce qui va tout changer est l'arrivée de deux gamins, Magic Johnson et Larry Bird. Ils vont tout simplement aider la NBA à raviver la ferveur d'antan chez les fans, grâce à leur niveau de jeu alors rarement atteint et leur rivalité légendaire. Los Angeles et Boston vivront à travers le prisme de ces deux nouvelles stars. L'introduction de la ligne à 3 points durant cette période sera aussi une avancée majeure pour la NBA. Cette fameuse ligne qui est aujourd'hui plébiscitée vient à la base de la ABA et donc introduite en NBA suite à la fusion. Que très peu utilisée au début, elle rajoute une dimension supplémentaire au jeu et permet plus de comeback et plus de suspense. Pendant les années 80, les Lakers gagneront 5 titres et les Celtics 3. Il faut évidemment aussi mentionner les Pistons qui, par leur jeu physique et rugueux, réussiront à prendre 2 bagues dans cette décennie, notamment grâce à Isaiah Thomas, Bill Laimbeer et Dennis Rodman. Magic et Bird restent les stars de cette époque, mais la vraie révolution sera une naissance, enfin plutôt une entrée en NBA, celle de Michael Jordan en 1984. Malgré le fait qu'il ne gagnera rien durant cette décennie, il change encore une fois la dimension de la NBA et la fait entrer dans un nouveau paradigme. La NBA est maintenant mondialement connue, en outre grâce au niveau de jeu monstrueux de Jordan. La NBA commence à faire jouer des matchs calendrier en Allemagne, en Russie ou encore en Chine. Le commissionnaire de l'époque, David Stern, un businessman de génie qui a amené des centaines d'innovations en NBA, sans que le monde commence à s'intéresser au phénomène planétaire qu'est Mike à cette époque. Michael devient l'une des personnes les plus populaires mondialement, notamment grâce à ses chaussures, les fameuses Jordan. Pour vous donner un ordre d'idée, Nike a vendu pour 19 milliards de dollars grâce à la marque Jordan seulement sur les 5 dernières années, notamment grâce à des modèles phares comme la Jordan 1 et la Jordan 4. Mais sa domination se fera exclusivement pour les années 90 où il gagnera 6 titres en 10 ans avec les Bulls de Chicago. Les années 90 se caractérisent par un jeu lent, centré autour du tir à mi-distance et du rebond, et un jeu très physique qui était bien moins sifflé par les arbitres aujourd'hui. Les défenseurs avaient un avantage significatif par rapport aux défenseurs des années 2020 donc, ce qui donnait des scores bien moins importants que ceux d'aujourd'hui. Cette décennie est considérée par beaucoup comme la plus densément peuplée en joueurs de talent. Pour citer les meilleurs, cette décennie compte dans ses rangs Michael Jordan, Patrick Ewing, Scottie Pippen, Karl Malone, John Stockton, Gary Payton, Chris Mullin, Charles Barkley, mais aussi Bird, Magic et David Robinson qui sont toujours là en fin de carrière. Cette grande concentration de talent à ce moment-là ne fait qu'accentuer la carrière de Michael Jordan qui gagnera 6 titres malgré cette adversité féroce. À sa retraite, une nouvelle génération de joueurs viennent prendre sa place, comme Kobe, Shaq ou Allen Iverson. Ce dernier amènera en NBA un nouveau style. Premièrement, sur les parquets avec des dribbles comme encore jamais vu avant, mais aussi en dehors avec un style plus street amené en NBA, avec des tatouages, des piercings, des dreads et les fameux manchons sur les bras et sur les jambes qui sont encore portés aujourd'hui par la plupart des joueurs NBA. On est au début des années 2000 donc, et Shaq et Kobe dominent et écrasent tout sur leur passage et gagnent 3 titres d'affilée en 2000, 2001 et 2002. Mais malgré ces dominations folles et l'envie d'une 4ème bague pour les Lakers en 2003, tous les yeux sont rivés sur un gamin de 18 ans, LeBron James. Il ne gagnera pas pendant les années 2000, mais c'est bien lui la star de la NBA, grâce à son niveau de jeu extraordinaire pour son jeu
jeune âge. Les années 2000 sont le paroxysme du jeu lent et physique, avec des matchs qui pouvaient se gagner avec seulement 70 ou 80 points, ce qui accentue encore plus les records de points exceptionnels de Kobe Bryant, comme le soir où il marquera 81 points. Le reste de la décennie est dominé par les Spurs de Duncan et Parker, qui gagneront 5 titres ensemble en tout, et les Pistons de Wallace et Chauncey Billups. Les années 2010 ne peuvent pas être données à un seul joueur, mais bien à deux. D'un côté, LeBron James, qui est toujours là et qui ira en finale 9 fois sur 10 pendant les 10 ans de la décennie, et de l'autre, Steph Curry, qui gagnera 3 titres pendant cette décennie en 5 finales. Il a tout simplement, à lui seul, révolutionné le tir à 3 points en le transformant d'arme utile occasionnellement à l'arme principale des équipes NBA modernes. On peut dire qu'il est le joueur avec le plus d'influence ayant jamais foulé un parquet NBA. Le basketball est aujourd'hui avant tout un business, et la NBA fait tout pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Ce sport, qui était à l'époque surdominé par les Américains, est en train de s'ouvrir au monde. Énormément de choses ont changé donc entre les prémices du basket du début des années 2000 et aujourd'hui, mais l'âme du début est toujours, la passion des joueurs NBA est toujours là, et pour le bonheur de nous, les fans, on espère que ça restera comme ça pour des décennies encore. Merci et à la prochaine.